BFM Business, Impact PME l'Hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact PME, notre émission, vous le savez, consacrée aux PME, avec la CPME et bien sûr dans la perspective du grand rendez-vous des PME qui se tiendra le 5 novembre au Palais d'Iéna à Paris. Cette semaine, je vous propose avec nos invités de parler de gouvernance et des effets de la loi Pacte. Et pour en débattre, trois invités, bienvenue à tous et je vous les présente tout de suite. Dominique Druyon, bonjour Dominique. Bonjour Philippe. Vous êtes présidente et fondatrice du cabinet Aliat. Philippe Dabat, vous êtes quant à vous directeur général d'AG2R La Mondiale. Et Geoffroy Sécula, vous êtes directeur général de Bourgogne Recyclage. Bonjour. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Alors notre tradition, c'est qu'on démarre avec l'entrepreneur, même si vous êtes aussi, Dominique, quelque part un entrepreneur, une entrepreneuse, vous avez fondé votre cabinet. J'aimerais qu'on parle de votre entreprise Bourgogne Recyclage pour commencer, si vous en êtes d'accord, parce que c'est une entreprise quand même qui a vu être dirigée par 4 générations. Elle a 70 ans. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, ce sont 240 salariés, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une belle PME qui va bientôt peut-être devenir une ETI. 9 sites, 500 000 tonnes de déchets par an. Comment a commencé cette belle histoire et vous incarnez la 4e génération de cette belle histoire ? Effectivement, donc une entreprise familiale, indépendante, à taille humaine. Toujours indépendante. Créée par mon arrière-grand-père. Ouais. Et on représente effectivement avec mon frère qui dirige l'entreprise avec moi, la 4e génération aux commandes de Bourgogne Recyclage. 49, c'était la récupération industrielle, ça s'appelait. Récupération industrielle de ferraille, métaux non ferreux, ficelles, peau de lapin. C'est les prémices de nos activités de récupération. Ouais. Et aujourd'hui, l'entreprise s'est diversifiée dans beaucoup de métiers pour proposer de la gestion globale des déchets auprès d'industriels, auprès de collectivités, auprès d'artisans, commerçants. Ça veut dire qu'on collecte tous les déchets qui peuvent être générés par des industriels ou des collectivités. On va les collecter avec nos camions, on les ramène sur nos plateformes. On en a 9 en Bourgogne-Franche-Comté. Toute installation classée pour la protection de l'environnement. Ça veut dire qu'on a des arrêtés préfectoraux qui nous autorisent à recevoir ces déchets, à les traiter, les valoriser et les recycler. Quelles ont été en quelques mots les grandes étapes en ces 4 générations et ces 70 années ? Croissance organique, croissance externe pour l'essentiel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je dirais les deux. Je peux parler de 3 grandes périodes. Oui. Une période, on va dire, de la création 1949 à 1987. En 87, donc on était une vingtaine de salariés, un site unique à Beaune. Et c'est à ce moment-là que mon père a repris l'entreprise familiale qui s'était diversifiée auprès de services également aux collectivités. Mmh. Ensuite, on a procédé à des croissances organiques jusqu'en 2008. Oui. Et on a commencé nos croissances externes, effectivement, de 2008 à aujourd'hui. Je dirais que croissance organique, bien sûr, et croissance externe s'accompagne chez nous de développement derrière en croissance organique. Alors on verra ensemble si vous vous sentez ou pas concerné par la loi Pacte, mais à l'évidence, je pense que vous l'êtes par les problèmes de gouvernance, notamment quand on dirige une entreprise avec son frère et une entreprise familiale. D'ailleurs, on verra peut-être avec vous, Dominique, si ce sont les mêmes enjeux selon que l'entreprise est indépendante et familiale comme la sienne, ou non. Je suis sûr que ce ne sont pas les mêmes enjeux et que ça change d'une boîte à une autre. Mais on va commencer peut-être avec vous, Dominique, de parler un peu de gouvernance, justement, parce qu'avant de parler de pourquoi ce souci de gouvernance dans notre émission, rappelez-moi votre parcours à vous et comment est-ce que vous êtes devenu une spécialiste et un conseil finalement en matière de gouvernance. Gouvernance, oui. Donc je m'appelle Dominique Druyon et j'ai fondé le cabinet Aliat qui est spécialisé, dédié à la gouvernance d'entreprise en 2012 après une première vie professionnelle au sein d'un grand groupe du SBF 120, le groupe Altran, dont j'ai été directrice générale adjointe. C'est un groupe qui a construit une grande partie de sa croissance par la croissance externe en France et à l'international et qui donc a été amené à adresser des enjeux de gouvernance dans les rachats des PME et des ETI qui ont composé le groupe. Alors dites-moi comment vous êtes venu justement à vous intéresser à la façon d'aider les entreprises à mettre en place une stratégie en matière de gouvernance et pourquoi est-ce que c'est important d'abord ? Eh bien parce qu'en fait j'ai pris conscience et j'ai été amenée à me rendre compte au sein d'Altran que le sujet de la gouvernance était absolument fondamental à partir du moment où l'entreprise a été à un moment été cotée, à partir du moment où il y a des investisseurs financiers qui sont rentrés au capital, il est finalement absolument clé d'aligner dans le temps les agendas à la fois des actionnaires, des dirigeants et de l'ensemble des dirigeants qui constituent ce groupe. À chaque étape, sa gouvernance ou pas ? Et ça, c'est des sujets de gouvernance. Mais à chaque étape, il faut des gouvernances différentes ? Évidemment, la gouvernance est au service de la performance. Et la performance de l'entreprise, elle est menée par les dirigeants.
Mais ces dirigeants, en termes de stratégie, ils vont avoir une ambition, ils vont avoir une appétence au risque qu'il faut que les actionnaires soient prêts à soutenir. Bien sûr. Bien que cet alignement. Voilà. Alors, on va parler tous les trois et tous les quatre de gouvernance, mais aussi de loi Pacte. Et là, je me tourne peut-être aussi vers Philippe Dabat. Philippe, vous êtes directeur général d'AG2R La Mondiale. Là, je regardais les chiffres, si je peux me permettre, c'est complètement fou. Là, on est déjà sur 115 ans. Ça fait rêver. Hein. Vous y arrivez, vous y arrivez tranquillement. Une entreprise sur 4 en France est cliente d'AG2R La Mondiale. 15 millions de clients ayant droit. Je ne parle même pas de la collecte, près de 30 milliards d'euros collectés. Un mot rapidement, avant de parler gouvernance, sur ce qu'est AG2R aujourd'hui, en fait. C'est un des acteurs majeurs de ce métier, de la prévoyance notamment, et de la retraite. Oui, AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale, paritaire et mutualiste, et nous avons 5 grands métiers. Le métier de la retraite complémentaire, c'est la retraite par répartition des salariés. Le métier de la santé, c'est ce qu'on appelle la mutuelle. Bien sûr. La prévoyance, l'épargne retraite par capitalisation, et puis l'engagement sociétal. Nous sommes présents France entière, on est présents dans tous les territoires de la République, avec des antennes locales au plus proche de nos clients. Nous avons 11 000 collaborateurs 11 000. Et une équipe cycliste. Une équipe cycliste, c'est important. Et là aussi, ça s'est fait beaucoup. On l'évoquait un peu hors antenne tout à l'heure. Ce métier s'est considérablement regroupé parce qu'on vient de combien d'organismes ou d'entreprises comme la vôtre pour arriver aujourd'hui au marché français? Alors, des groupes de protection sociale, il y en a eu beaucoup, une bonne cinquantaine. Mais plus globalement, dans le métier de l'assurance, on parle de milliers de mutuelles qui existaient, on parle de centaines de compagnies d'assurance et de dizaines de groupes de protection sociale. Et effectivement, c'est un métier qui s'est fortement concentré et aujourd'hui, nous sommes l'un des leaders dans le monde des groupes de protection sociale. Alors, on va parler retraite ensemble, bien évidemment, on va le faire dans un instant. Revenons juste sur la gouvernance. Est-ce qu'une PME comme la vôtre, en fait, Bourgogne Recyclage, Geoffroy Sécula, est concernée ou pas par ces problématiques de gouvernance? Est-ce que vous les traitez entre vous? Comment les vivez-vous? Est-ce que c'est un sujet quand on dirige une entreprise de 55 millions d'euros? Bien sûr, je crois que chaque entreprise a sa propre gouvernance. Si je peux dire. La vôtre, qu'est-ce qu'elle caractérise la vôtre? Si on parle effectivement de notre entreprise... Donc, on va demander à notre expert de réagir à votre gouvernance actuelle. On a un papa effectivement qui est président de l'entreprise, qui nous laisse diriger avec mon jeune frère l'entreprise. Donc au quotidien, c'est nous qui validons toutes les décisions opérationnelles, avec autour de nous une quinzaine de cadres qui sont des responsables de site, des responsables de service, qui sont aussi le moteur de l'entreprise. Parallèlement à ça, on a mis en place un comité de direction avec nos parents, avec notre secrétaire général, avec également notre directeur opérationnel. Et on a également dans l'entreprise un conseil de surveillance, qui est un dispositif qu'on a mis en place, notamment quand on a eu un besoin de rentrer de nouveaux actionnaires dans le cadre du dispositif TEPA. Ça correspondait à un moment où on avait besoin d'investir. Et d'investisseurs, donc. Et d'investisseurs. Et surtout, ce qui nous intéressait en tant que PME indépendante, c'était notamment d'avoir des investisseurs plutôt passifs qui rentraient dans des conditions et qui ressortaient 6 ans plus tard avec une promesse de sortie dans les mêmes conditions. Bien sûr. Et ça, c'est rassurant pour un chef d'entreprise indépendant. Et dans ce cadre-là, on a monté un conseil de surveillance avec, dans ce conseil de surveillance, des personnes qui représentent l'intérêt des actionnaires minoritaires, mais aussi des chefs d'entreprise qui ne connaissent pas forcément nos activités. Et ça, c'est aussi très intéressant d'avoir leur regard sur nos activités. Alors, au regard de Dominique Druyon, l'experte, est-ce que là, on est dans une bonne gouvernance d'une entreprise de cette taille? Eh bien oui, je dirais oui évidemment, parce qu'on est dans un schéma où on a plusieurs niveaux de gouvernance. La gouvernance stratégique, celle qui va engager l'entreprise sur sa feuille de route sur le moyen et long terme, et elle engage les actionnaires familiaux. Et on dit que la famille, elle est sur le temps long, puisqu'on voit 4e génération. Le capital patient. Le capital patient, sur les sujets d'investissement, de prise de risque et de retour sur investissement. Des actionnaires financiers qui sont là pour un temps court, qui est cadré, minoritaire, qui rentrent donc au conseil de surveillance. Et les fameux chefs d'entreprise dont parle Geoffroy, ce sont ce qu'on appelle des administrateurs indépendants. Ils ne sont pas actionnaires. Ils ont un regard bienveillant, mais néanmoins un regard externe. Et ils sont là pour contribuer à questionner, à challenger les décisions que prennent les dirigeants. Et à quelles étapes change-t-on de gouvernance? Eh bien, on change de gouvernance quand on change d'actionnariat. Ou de taille, avec des rachats éventuels? On change d'actionnariat, d'une part. Les deuxièmes raisons, dans les entreprises familiales, dans les phases de transmission, ce sont souvent des phases qui peuvent être émotionnelles.
Et donc, le fait d'implémenter... J'observe le visage de Geoffroy, savoir si son visage change quand on parle d'émotion. Elles peuvent être émotionnelles. Il a l'air serein sur ce coup-là. Manifestement, ils travaillent en famille, les deux frères ensemble, et ça se passe bien. C'est plutôt une force. Ce qui n'est pas le cas de toutes les transmissions familiales. Il peut y avoir, notamment en 4e génération, des enjeux entre des cousins, des petits cousins. Donc, certains sont actionnaires, ne travaillent pas dans l'entreprise. Donc, il est important d'amener de la rationalité dans les processus d'arbitrage, de prise de décision, d'où l'importance d'une gouvernance avec des indépendants. Et puis, comme vous le disiez Philippe, la 3e raison majeure, c'est une PME, elle est amenée dans son parcours à vivre beaucoup de premières fois, qui représentent des... C'est votre truc, la première fois. La première fois, c'est mon truc, oui, qui représente une zone de risque. La première croissance externe, la première implantation internationale, le premier investisseur extérieur éventuellement. Hors Europe. Et donc, le fait d'avoir une gouvernance autour de la table, des administrateurs indépendants qui sont des chefs d'entreprise ou des dirigeants de groupes qui ont pu vivre ça et donc partager leur retour d'expérience, ça fait gagner du temps et ça sécurise les prises de décision des dirigeants. Une question et une réponse rapide pour parler de gouvernance et de loi Pacte, puisque la loi Pacte, elle a aussi une incidence sur la gouvernance. Oui. En quoi permet-elle, à votre avis, je vais revenir ensuite vers vous, Philippe Labatte, en quoi permet-elle de réconcilier les dirigeants de PME avec la gouvernance ? Oui, alors... Les PME, en grande partie, sont des SAS. Oui. Et le principe de la SAS, c'est qu'on a un seul mandataire social, c'est le président. Et la loi laisse la liberté à l'entreprise de structurer et d'organiser en SAS sa gouvernance. Et dans bon nombre de cas, quand il n'y a pas eu d'investisseur extérieur, quand il n'y a pas de transmission, spontanément, le dirigeant ne met pas en place une gouvernance parce que pour lui, gouvernance veut dire contrôle et il a une vision très CAC 40 et quand on parle contrôle du salaire du dirigeant, par exemple, il se dit qu'il n'est pas concerné. Bien sûr, bien sûr. L'avantage de Pacte, c'est qu'elle va réconcilier les dirigeants avec la gouvernance parce qu'elle met le sujet du sens et de la raison d'être au cœur de l'enjeu de l'entreprise. On en parle beaucoup. Est-ce que, tiens, typiquement, est-ce qu'on évoquait hors antenne l'impact de la loi Pacte sur une entreprise comme la vôtre ? Vous m'avez dit, il n'est pas très important. La raison d'être, c'est un vrai apport de la loi Pacte. Est-ce que ça vous a interpellé ? Est-ce que vous aviez déjà une raison d'être, une mission, ou est-ce que la loi Pacte vous a permis éventuellement d'y réfléchir, voire dans les mois, les semaines à venir, de la définir ? Non, effectivement, ça permet d'y réfléchir. Après, je dirais d'une manière générale, la loi Pacte ne modifie pas notre quotidien, mais pour une fois, c'est une loi qui ne vient pas complexifier le travail des PME. C'est ça que vous en souvenez moins. Et en ça, je dirais que c'est effectivement plutôt une bonne mesure pour nous. Ce qui, parallèlement à la loi Pacte, est plutôt intéressant pour les PME, c'est notamment l'ordonnance travail qui permet à des PME de pouvoir négocier des accords d'entreprise pour celles qui n'ont pas de représentants au sein de leurs entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça pouvait être un sujet bloquant pour une PME. Bien sûr. La loi Pacte, alors là, pour le coup, elle a vraiment une incidence sur la retraite des chefs d'entreprise et de leurs salariés. En quoi change-t-elle, justement, ces sujets-là, Philippe Labatte ? Elle a un impact majeur. Vous savez que le sujet de la retraite est un sujet qui préoccupe beaucoup aujourd'hui les Français. Il y a eu de nombreuses réformes. Il y a à nouveau un projet de réforme qui est porté par le gouvernement. Donc, c'est un sujet qui motive, qui en tout cas sensibilise énormément les chefs d'entreprise et les salariés. Alors la loi Pacte, en fait, elle a pour objectif de lever les freins pour pousser les Français à se constituer une retraite supplémentaire en complément des régimes obligatoires. Quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Quelle que soit la taille de l'entreprise, et elle joue sur 4 leviers. Le premier levier, c'est un sujet de simplification. Oui. Auparavant, il y a une dizaine de dispositifs différents, suivant qu'on est salarié, indépendant, fonctionnaire, etc. Il y aura un seul dispositif, le plan d'épargne retraite, qui se déclinera en volet individuel et en volet collectif. D'accord. Le deuxième grand changement, c'est la transférabilité. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je change d'entreprise, de statut, je multiplie les comptes retraite et en fin de carrière, c'est parfois compliqué. C'est compliqué à reconstituer. Ouais. Là, tous les dispositifs seront transférables et le plan retraite personnel ou entreprise que j'aurai pourra accueillir mes différents efforts d'épargne à venir ou passé. C'est vraiment très simplifié. La troisième grand changement, c'est l'attractivité. Oui. Les Français, vous le savez, n'aiment pas trop les sorties en retraite. Ils aiment bien avoir leur capital. Et la loi Pacte élargit énormément la possibilité de sortir en capital. Et puis le dernier, c'est le sujet de... On aime bien avoir des réductions d'impôts quand on épargne. Non seulement les dispositifs actuels de réduction d'impôts sont maintenus, mais il y a des mesures pour les entreprises de moins de 250 salariés et en plus
pour les entreprises de moins de 50 salariés qui supprime totalement ce qu'on appelle le forfait social, ce qui fait qu'il y aura vraiment une incitation au chef d'entreprise, à la fois pour lui-même, mais pour ses salariés, à mettre des dispositifs individuels ou très élargis. Geoffroy Sécula, est-ce que la loi Pacte vous incite à repenser ces problématiques de contrat, de retraite pour vous-même ou vos salariés ou pas? Vous l'avez eu l'occasion d'y réfléchir ou pas? Aujourd'hui, non, je dirais que c'est trop tôt, effectivement, en tout cas, on n'y a encore pas réfléchi. D'accord. Alors, par rapport à ce qui est expliqué, je pense que ce sera un sujet à... Je vais faire le job pour vous en posant la question à Philippe Dabat. Alors du coup, si Geoffroy décide de réfléchir à ce sujet, quelles sont les bonnes questions à se poser pour choisir pour lui un bon contrat pour lui et ses salariés? Parce que là aussi, il y a dans sa vie, j'imagine, l'aspect patrimonial, au-delà bien sûr du dirigeant d'entreprise et du manager. C'est quoi les bonnes questions à se poser aujourd'hui? Alors les questions sont à se poser à plusieurs niveaux. Le premier niveau, vous avez une belle entreprise avec près de 250 salariés. C'est finalement comment pilotez-vous la politique sociale vis-à-vis de vos salariés? Comment est-ce que vous voulez répartir les efforts entre le salaire immédiat, la mutuelle, la prévoyance, et puis pour fidéliser vos salariés, un régime éventuellement de retraite supplémentaire pour tous les salariés ou pour certains salariés, par exemple pour les cadres. De la même manière, comment souhaitez-vous ou pas les associer aux résultats de l'entreprise à travers de l'intéressement ou de la participation? Alors, je fais une pause, je vous pose la question, Geoffroy, ils sont actionnaires, certains de vos salariés ou pas? Non, aujourd'hui, vous restez strictement familial. 100% familial. D'accord. Vous n'avez pas envie de ça, d'ailleurs? Vous y avez réfléchi ou pas? Non. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué beaucoup dans cette émission, l'actionnariat dans les PME qui ne sont pas des start-up, parce qu'aujourd'hui, toutes les start-up essaient, comme elles n'ont pas d'autres moyens de motiver par le salaire, d'associer les gens au capital. Dans des boîtes plus traditionnelles, ce n'est pas le cas. Vous n'en avez pas envie pour le moment? Non, aujourd'hui, clairement, c'est un choix que de ne pas le faire. Oui. Après, on récompense effectivement le travail via le salaire, via les primes que l'on peut donner. Malheureusement, il n'est pas évident qu'on puisse à nouveau donner les primes défiscalisées de l'année dernière, puisque là aussi, il faudra forcément passer par un accord d'entreprise, ce qui est nouveau par rapport à l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, on récompense au mérite, mais pas sous forme d'action. À propos des salariés, est-ce que c'est bon de les intégrer dans la gouvernance d'une entreprise quand on est une PME? Est-ce que ça se fait? Et est-ce que c'est bon de le faire? Sous quelle forme? Alors, ça se fait, oui. Les entreprises cotées le font naturellement. Oui. Puisque effectivement le sujet de la valorisation de l'entreprise est public, donc la sensibilisation à la performance et à l'impact de la performance avec le cours de bourse est quelque chose de transparent et de public. Bien sûr. Ça demande de la pédagogie. D'accompagner, d'associer les salariés à l'actionnariat. Tous ne sont pas forcément volontaires et ensuite il y a cet équilibre entre les actions gratuites et la possibilité d'investir. D'accord. Je ne parlais pas tant d'actionnariat qu'en termes d'inclure dans des instances de gouvernance les salariés pour qu'elles puissent éventuellement donner leur avis, au-delà des problématiques légales de représentation, éventuellement syndicale, etc. Alors effectivement, c'est le sujet de la représentation des administrateurs salariés est venu avec la loi Rebsamen en 2015 et la loi Pacte élargie d'ailleurs. C'est bon de le faire, vous le conseillez vous ou pas? Oui, je le recommande. Les retours que nous avons sont extrêmement favorables. Il nécessite néanmoins un accompagnement de la part des dirigeants et des administrateurs pour intégrer les administrateurs salariés. C'est un métier d'être administrateur. Non, mais parce qu'ils n'ont pas été élus de la même façon. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, une fois qu'ils arrivent autour de la table du conseil d'administration, il y a un vrai travail de formation, d'intégration, d'accès à l'information et de compréhension. Absolument. Et donc, il y a beaucoup de formation. Philippe Dabat, je reviens sur la retraite. Si effectivement je peux maintenant changer beaucoup de choses, qu'est-ce que je fais de mes anciens contrats, moi? Si je décide, si Geoffroy poursuit sa discussion avec vous en antenne et que vous échangez vos cartes de visite, il décide d'y aller. D'abord, deux questions et une réponse commune. Est-ce qu'il peut différencier sa situation à lui de celle de ses salariés et qu'est-ce qu'il fait de ses anciens contrats? Oui, c'est particulièrement important. Le chef d'entreprise peut tout à fait dissocier sa situation de celle de ses salariés. Et là, c'est un dialogue qu'il aura avec son expert comptable, avec son assureur, pour regarder, dans le cadre de la loi Pacte, quelle est la meilleure manière, finalement, d'isoler ou de dissocier son propre cas personnel, de manière à avoir une réponse qui soit adaptée à sa situation personnelle, familiale et patrimoniale. Et alors, effectivement, si l'entreprise ou le chef d'entreprise a déjà fait un effort d'épargne individuelle ou collective par le passé... C'est généralement le cas, non? La plupart c'est le cas. Alors, chez les chefs d'entreprise et en particulier chez
les indépendants, quasiment 40% d'entre eux ont mis en place un dispositif, très souvent dans le cadre de la loi Madelin. Dans les plus grandes entreprises, c'est moins fréquent. On est plutôt à 10% des entreprises qui ont mis en place quelque chose, parfois pour les dirigeants, parfois pour les cadres, en fonction des personnels qu'ils voulaient un petit peu plus fidéliser ou sur lesquels il y avait des questions plus compliquées. Et donc, sur les anciens contrats, il n'y a pas de réponse uniforme. D'accord. En fait, tout dépend de l'ancien contrat. Est-ce qu'il a été mis en place avec des taux garantis, des avantages techniques particuliers? Ils ont en général beaucoup de contraintes, ces anciens contrats, comme un prêt immobilier, si on veut le résilier ou le rembourser par participation. Ils peuvent avoir des avantages techniques de taux ou de sortie en rente particulier. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la sortie en capital. Oui. Et donc, il faut arbitrer, finalement, entre est-ce que je veux absolument sortir en capital et tant pis pour mes avantages anciens, et à ce moment-là, j'ai intérêt à transférer dans le nouveau régime, ou au contraire, des régimes qui ont été mis en place à la fin des années 90 ou au début des années 2000 peuvent avoir des garanties sur certaines primes particulièrement attractives. Je rappelle qu'on est en taux d'intérêt négatif aujourd'hui. Donc, des générations de primes où on a du 2 ou du 3% garantie, ça a de la valeur, et donc, il faut vraiment faire l'analyse au cas par cas avec un spécialiste. Geoffroy, Dominique, je vous ai vu acquiescer à cette remarque, l'un et l'autre. Une remarque là-dessus, Geoffroy ? Oui, j'acquiesce effectivement complètement par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, dans ce contexte de taux négatifs, je pense que c'est d'autant plus important. Ça donne. Alors moi, je rebondissais aussi sur les taux négatifs actuellement. Moi, je reprends un vieil adage qui dit qui paye ses dettes s'enrichit. Et aujourd'hui, effectivement, quand on sait qu'il y a des taux négatifs, on vient modifier cet adage. En tout cas, pour les entreprises et pour les PME. Dans un contexte aussi de taux négatifs, c'est la possibilité pour nous d'investir. Je sais que vous parlez régulièrement d'investissement aussi dans votre émission. C'est aussi dans notre métier très important parce que c'est capitalistique. C'est capitalistique et nous, je dirais, on se différencie de par les investissements qu'on peut faire avec, pour une PME, un retour sur investissement qui peut prendre plus de temps peut-être que pour un grand groupe et ce qui nous permet de proposer des services innovants et nouveaux que nos concurrents ne peuvent pas forcément. Ça coûte combien un site, par exemple, chez vous ? Faire le 9e ou le 10e site le ticket d'entrée d'une installation classée pour les protections de l'environnement, c'est environ 1 500 000 €. Après, ça peut aller beaucoup plus. Il y a des outils industriels. Bien sûr. Une dernière question, peut-être, Dominique Druyon, sur la gouvernance. Quelles sont les erreurs les plus classiques que commettent les PME en matière de gouvernance ? Si vous nous offriez une consultation gratuite d'1 minute, ça donnerait quoi ? Eh bien, l'erreur la plus classique, parce qu'on est en SAS et qu'on n'a pas de gouvernance imposée par la loi, c'est de ne pas en mettre en place. Mais comment je sais que j'ai une gouvernance, en fait ? Moi, je vous écoute, je n'entends pas de gouvernance, mais je suis mon entrepreneur de PME. Les chefs d'entreprise de PME en SAS ne savent pas qu'ils peuvent implémenter une gouvernance sur mesure. Et en réalité, tout le temps qu'ils restent seuls, ils peuvent être amenés finalement à reculer des prises de décision, des prises de risques. Et donc, moi aussi, j'ai un adage, celui de Jules Renard, qui dit que dans la vie, tout finit par s'arranger, mais mal. Donc, à force de... Vous êtes positif comme vous parlez d'erreur. Donc, à force de ne pas mettre en place de gouvernance, on finit par repousser ou ne pas prendre de décision quand on est seul. Donc, l'erreur la plus répandue, c'est de considérer qu'on n'est pas concerné par la gouvernance. Mais je me mets à la place de la personne qui nous écoute, qui dirige sa boîte tous les matins, qui se lève, qui a des emmerdes, des trucs à payer, exactement. Des chats. Et il n'entend pas être gouvernance pour lui faire comprendre ce que c'est en 30 secondes. Eh bien, c'est... Pour qu'on lui fasse comprendre qu'il n'en a pas. Qu'est-ce qu'on lui dit ? J'ai des décisions, des arbitrages à faire sur des investissements, une prise de risque. Je dois choisir, je dois innover. Avec qui j'en parle ? J'en parle avec D'accord, c'est quand on est seul, en fait. C'est quand on est seul. Voilà, on a défini la gouvernance. Avec des mots simples. Merci infiniment à tous les trois. Merci. Dominique Druyon, merci de vos éclairages. Je rappelle que vous êtes conseil spécialisé dans la gouvernance, fondatrice du cabinet Aliat. Philippe Dabad, vous êtes quant à vous directeur général d'AG2R La Mondiale, un des géants de votre métier, et puis un futur géant de son métier. On a ici Geoffroy Sécula, entreprise familiale de recyclage, Bourgogne Recyclage, dont vous êtes le directeur général. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette édition de Impact PME. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission et puis surtout à Paris, au Palais d'Iéna, au CESE, le 5 novembre pour la grande fête des PME organisée par BFM Business et la CPME. D'ici là, bonne semaine, bon week-end, à très vite, ciao.